Vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 22 mars 2022 et c'est l'épisode 268. Après l'annonce de la nouvelle puce Apple, le M1 Ultra, les tests sont arrivés. C'est indéniablement un processeur puissant avec une efficacité énergétique qui ne se dément pas, mais est-ce qu'elle tient toutes ses promesses ? Les tests ont été faits et livrent leurs résultats et du coup, on parle aussi un peu de la concurrence du côté d'AMD, d'Intel. On va parler aussi un peu de régulation de la tech avec une infraction de Facebook pour le RGPD. Je pense que Meta tremble de peur. Des projets d'Elizabeth Warren, la sénatrice américaine qui veut, tenez-vous bien, limiter drastiquement les fusions d'entreprises et réguler les cryptos. On vous parlera aussi un peu de NFT et probablement d'intelligence artificielle. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste et je suis accompagné de votre expert chroniqueur favori, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Podgiastala. Salut Guillaume. Oui, salut, bonjour à tous. Est-ce que tu vas bien et est-ce que tu es content qu'on soit enfin arrivé au printemps ? Oui, d'autant plus que même ici, même chez moi, il fait beau, c'est pour dire. Ah, formidable, je suis content. Pourtant, je sais, oui, bon, ton environnement météo est pas toujours idéal de ce que je sais, mais là, disons qu'il y a, même là, en gros, il y a deux saisons, quoi. C'est-à-dire, c'est l'hiver et le mois d'août. Bon, écoute, on s'approche du mois d'août en tout cas, donc garde courage. Au passage, pour vous qui nous écoutez, si vous voulez être certain à 100% que Tech Café continue à arriver dans votre app de podcast aussi longtemps que possible, c'est super simple, vous ouvrez simplement votre navigateur, vous pouvez même le faire tout de suite pendant que je vous parle, et puis vous allez sur le site patreon.com/techcafé. Si vous avez un compte, ça vous prend 2 secondes. Si vous en avez pas, on vous en veut pas. Ça vous prend en tout cas pas plus d'1 minute de vous inscrire sur cette plateforme. Et avec votre compte Patreon, vous allez pouvoir soutenir plein de podcasts, d'ailleurs plein de créateurs de contenu récurrent, mais en l'occurrence pour Tech Café, verser le prix d'un café par semaine. Vous profitez alors du chapitrage des épisodes pour passer plus facilement d'une rubrique à une autre, peut-être, si ça vous intéresse, et des épisodes sans la pub. On compte évidemment sur vous. C'est vous qui faites vivre le podcast depuis près de 10 ans maintenant. Merci beaucoup à vous. Merci en particulier à Sébastien Pliard, à Poil aux pattes. J'adore ton pseudo, je te l'ai dit, Poil aux pattes. Et Laurent L. Merci beaucoup à vous. Et puis, pendant qu'on parle d'interaction, il faut qu'on s'attarde un petit peu parce que on a un nouveau succès, Guillaume. On a un nouvel avis au vitriol du même auteur. Peut-être que tu t'en rappelles, je citerai pas son nom. En tout cas, le référent en info sur les processeurs qui a actualisé, oui, tiens-toi bien, pour la 3e fois, un avis sur Apple Podcast, où il nous ouvre les yeux sur la médiocrité de notre traitement de l'information. Il termine même son avis à 1 étoile par « J'ai mal pour eux, les amateurs de hardware s'en vont », j'imagine qu'il écrivait s'en vont, avec les oreilles qui saignent par tant d'amateurisme. Bon, il est marrant parce que d'ailleurs il va jusqu'à critiquer au passage le recadrage du visuel du processeur qu'il y a dans la cover de l'épisode. Bon, sincèrement, je te passe un petit message, je t'en prie, n'insiste pas, je crois que Tech Café n'est pas un podcast à la hauteur pour toi. Je te propose qu'on fasse comme les couples qui ont essayé de s'entendre, mais qui n'y sont pas parvenus. On se quitte avec le souvenir des bons moments passés, qu'en dis-tu ? Et en tout cas, si vous ne partagez pas forcément l'avis de cette personne, c'est à vous de jouer. Venez le faire savoir en donnant votre avis sur le podcast, sur par exemple Spotify ou sur l'application Podcast Addict ou encore Apple Podcast. Il y a Apostropha qui a déposé un avis aussi. Elle dit « Merci à tous les deux pour votre travail. J'adore vous écouter, vulgariser la tech. Mais pour le reste, votre humour, votre capacité à éclairer les choses me régale. Bref, n'arrêtez surtout pas. Vous êtes un excellent binôme. Merci beaucoup à toi. Apostropha ». Je pense qu'on a clôturé l'intro courrier des lecteurs Guillaume et sans autre forme de procès, on peut donc parler de nos processeurs parce qu'on continue donc à parler du M1 Ultra qui a été présenté à la conférence d'Apple qui a eu lieu il y a quelques jours maintenant où ils ont présenté, on vous le rappelle, le Mac Studio, l'écran, le Studio Display, avec ses différentes variantes, mais aussi et surtout, et ça nous a intéressé évidemment, le M1 Ultra, qui est une sorte de fusion de 2 processeurs M1 Max sur l'architecture ARM qu'a présenté Apple depuis quelques temps maintenant, depuis près de 2 ans. Et on a des tests, Guillaume, le M1 Ultra en test, qu'est-ce que ça donne ? Et oui, je vais parler encore du M1, ça va saigner des oreilles, des yeux, et peut-être d'ailleurs. En tous les cas, le Mac Studio s'est fait démonter et tester de tous les côtés. C'est un beau bébé, sur la chaîne YouTube MaxTech, la version Ultra est démontée et on peut voir son joli système de refroidissement déjà qui est pas mal. Et beaucoup plus impressionnant quand même, il y a la taille de la puce.
c'est simple, ça ferait un magnifique sous-boc, tu vois, parce que c'est un truc monstrueux. Sa surface. On a du mal à se rendre compte, effectivement, parce qu'on le voit toujours en image et puis on l'a pas entre les mains, le processeur. En fait, un processeur standard, tu sais, je sais pas, t'as probablement des géants entre les mains, c'est un truc qui doit faire un carré de 5 cm de côté, là, un truc comme ça, tu vois. Là, c'est un steak de 10 bons centimètres de côté. C'est vraiment massif. En fait, la puce d'une RTX 3080, par exemple, la puce d'une GPU, c'est à peu près comparable à celle d'un CPU, tu vois, CPU haut de gamme, quoi. C'est pas beaucoup plus gros, donc si tu peux regarder le démontage YouTube, hein, tu verras. Le M1 Ultra, il est beaucoup plus fat, et la taille d'un Ryzen 9 et d'une RTX 3080 réunies, ben en fait, c'est encore beaucoup plus petit finalement que cette espèce d'énorme truc. On n'a pas du tout l'habitude de voir des composants aussi gros, parce que c'est excessivement cher à produire, évidemment, hein, même si c'est de morceaux, tout ça. Donc ça explique aussi le prix élevé de l'ensemble. Et c'est vrai que c'est clairement un choix couillu de tout intégrer, du coup CPU et GPU haut de gamme et RAM. Bon, ça a des avantages en termes de bande passante, hein. Bon, après du coup c'est figé, il n'y a pas possible d'augmenter la RAM ou juste d'avoir un super CPU sans avoir aussi une grosse GPU d'ailleurs, tout simplement, ou l'inverse. Donc on gagne des trucs, on perd aussi en modularité. Alors, sans compter les vacheries habituelles d'Apple, hein, sur l'évolutivité de ces machines, car figurez-vous que ce week-end, les gens qui ont ouvert la bête ont découvert que, donc le Mac Studio, hein, toujours, ont découvert que le SSD était dans un slot tout à fait normal. Youpi, parce qu'on pensait que c'était... On va pouvoir le changer, le faire évoluer. Ouais, d'après Apple, c'était pas possible de le faire toi-même. Bon. Et les autres machines à main, c'était carrément soudé. Donc là, ça avait l'air d'être une bonne nouvelle, mais attention, ça veut pas dire que tu peux le changer pour autant, parce que d'après Apple Track, Apple bloque le disque de manière logicielle. Donc si tu veux changer de SSD, eh ben ça marche pas, si tu le fais toi-même, il faudra passer par Apple, au tarif Apple. Bon, super. Mais bref, ce détail mis à part, la presse salue unanimement la présence des ports USB, et oui, standard sur le retour des ports USB standard sur le Mac Studio, ainsi que le retour de la prise jack, hein, d'ailleurs, tiens. Bon, ceci étant dit, voilà, les performances, est-ce que c'est à la hauteur de cette démesure, quoi? C'est un petit peu ce qui nous intéresse le plus, quand même. Donc, il y a eu des volets de tests cette semaine, alors, Tom's Hardware, Ars Technica, Dave 2D. Choisissez votre favori, de toute façon, les conclusions sont peu ou prou les mêmes. Donc, si on commence par l'aspect CPU, processeur central, si on compare la partie CPU du M1 avec celle du M1 Max et du M1 tout court, on constate que les performances en simple cœur sont à peu près identiques. Donc c'est vraiment le nombre de cœurs qui change. Et les performances scale vraiment très bien. C'est en test synthétique, autant que sur Cinebench, en multicœur, on a le double de perf entre le M1 Max et le M1 Ultra. Bon, c'est assez logique, mais bon, voilà, c'est quand même très bien, hein, parce que c'est pas forcément aussi évident que ça. C'est pas le cas pour le GPU d'ailleurs, mais on va y revenir plus tard. Pour l'instant, évidemment, on va comparer avec la concurrence aussi, hein, et comme on est sur du très haut de gamme, c'est souvent mis en face d'un Core i9 12900 ou 12900K, selon le cas. Alors désolé pour les fans d'AMD, les 5950X sont très légèrement en dessous, après bon, ils sont vraiment pas très loin. Bon, en performance monocœur, le M1 Ultra est un petit peu en dessous du 12900K, donc il est un petit peu au-dessus d'un 12900 tout court. Donc Ars Technica, en fait, il place au niveau d'un 12900 à qui on aurait complètement lâché la bride au niveau consommation. Alors en multicœur, par contre, évidemment, les performances s'envolent, puisque le M1 Ultra dépasse nettement le i9 12900 en consommation de base. Il est néanmoins légèrement dépassé par le 12900 en mode no limit, parce que voilà, sur certaines cartes mères, on peut autoriser le CPU à consommer plus que son profil de base. Évidemment, à la clé, il y a plus de chauffe, plus de consommation, mais aussi un peu plus de performance. C'est pas linéaire, hein, donc les rendements sont décroissants, si vous voulez. Donc oui, un 12900 en mode no limit peut péniblement dépasser le M1 Ultra, mais c'est pas très flatteur en fait, parce que le Mac Studio n'y consomme jamais plus de 87 watts, avec son CPU chargé à bloc, alors que le PC avec le 12900, il doit en consommer plus de 300 pour gagner. Il me semble que Apple dit qu'il peut monter jusqu'à 400 watts de consommation, je crois, et tout le monde se demande mais comment est-ce qu'on peut atteindre une telle consommation avec cet appareil, quoi. Moi, c'est pas ce que j'ai vu sur le site d'Apple, ils disent 85 watts, j'ai cru voir. En maximum? Bon, pardon, je dis peut-être une je crois, ouais, ça m'étonnerait un petit peu. Moi, écoute, je vérifierai, mais j'avais cru lire 87 watts. Bon. Je me suis sans doute trompé. En tout cas, en profil standard, l'Intel, lui, consomme 130 watts pour des performances qui sont quand même dans les 40% inférieures, hein, sur Handbrake ou Cinebench, par exemple, donc quand même l'écart est significatif. Donc, comme prévu, l'efficacité énergétique est extraordinaire, hein, pour le Mac M1. Ars Technica s'était planté en représentant une graphique qui avait pas vraiment de sens, c'était bon. Donc ils l'ont changé, il y a un lecteur qui avait d'ailleurs refait le calcul de l'énergie. Voilà, l'énergie totale que ça coûte pour convertir une vidéo, la vidéo de test. Donc le M1 consomme 30 kJ pour faire le boulot, le Core i9 presque 64 kJ.
s'il veut aller aussi vite que le M1, il en consomme même plus de 100. Donc l'efficacité énergétique d'Apple, c'est le double d'Intel au minimum. Les 12900K peuvent aller aussi vite, mais leur efficacité énergétique est encore largement pire. Donc les Mac M2, les futurs Mac M2 gravés en 4 nanomètres qui arrivent là, ça va faire très 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 mal. Alors, bon, on a fait le CPU, maintenant on va faire côté GPU, c'est quand même logique, et c'est un peu moins glorieux, même si ça reste bon, faut pas exagérer. Donc lui-même, évidemment, Apple s'est fourré dans le caca, puisqu'il a clamé sur tous les toits qu'il pourrait battre une 3090. C'est là le cœur du problème, je pense, c'est cette promesse en matière de communication qui est assez ambitieuse, je vois en pas fait. trop pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, parce qu'en fait, alors première constatation, déjà, de base, les performances du GPU ne scalent pas aussi bien que celles du CPU, parce qu'en général, le Ultra ne donne pas 2 fois les performances du Max, alors qu'il a 2 fois c'est vraiment deux systèmes sur puce M1 Max, donc ça veut dire que normalement, on devrait avoir la même chose. Enfin, on devrait avoir autant le double de performance. Parfois même, c'est en dessous, d'ailleurs, inexplicablement, dans GFX Bench Aztec en 1080. D'ailleurs, bon, c'est peut-être un bug ou une erreur du site. C'est limite à l'exercice de mettre deux comme ça, côte à côte. Enfin, disons que... s'il n'y a que ça va. Le truc, c'est que rajouter des cœurs, c'est bien, mais après, il faut voir qu'il n'y ait pas de goulet d'étranglement de nulle part, si tu veux, pour pas que... Donc là, effectivement, tu rajoutes les cœurs de CPU, tu doubles le nombre de cœurs de CPU, apparemment, ça passe très bien. Quand tu doubles le nombre de cœurs de CPU, il y a beaucoup plus de cœurs sur un GPU, évidemment. Du coup, quand tu doubles le nombre de cœurs de GPU, t'as plus tendance à avoir à être sensible au goulet d'étranglement, si tu veux. Donc, en gros, quand tu rajoutes plein de cœurs, c'est plus difficile. Donc, même si leur fusion là, leur fusion pour réunir les deux puces est une bande passante qui est extrêmement élevée, peut-être que ça coince quand même un petit peu si tu charges un petit peu trop. Alors, ça peut peut-être s'optimiser à l'avenir ou pas, ça, du tout sur le même produit hardware, j'entends. Alors, sur une future architecture, sans doute. Mais... là, on a fait des tests qui montrent que ça scale pas aussi bien. Alors maintenant, peut-être que ça vient des tests, peut-être que ça vient du hardware. Bon, pour l'instant, c'est pas complètement clair. En tout cas, pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est que on obtient 60% de performance en plus pour le Ultra par rapport au Max. Par exemple, sur un truc en 1440, là, sur un GFX Bench en 1440. Bizarrement aussi, le test métal est un petit peu en dessous, avec 40% de puissance en plus seulement par rapport à un Max. On le rappelle, un métal, c'est la couche, on va dire, logicielle d'Apple pour interpréter les performances graphiques, enfin pour utiliser les ressources graphiques. C'est un peu l'équivalent de OpenCL Vulkan, je pense, sur Apple. Et d'ailleurs, justement, puisqu'on parle d'OpenCL, les GPU Apple semblent avoir du mal avec OpenCL. En tout cas, sous Geekbench, même une RTX 3070 est 60% plus rapide en OpenCL que le M1 Ultra. C'est les résultats qui sont pas plus brillants avec Metal, malheureusement. Donc ça vient pas forcément d'OpenCL. Le même benchmark programmé en CUDA, donc sur les plateformes Nvidia, va 50% plus vite sur une RTX 3070 que sur un M1 Ultra avec Metal. Donc, au niveau calcul, parce qu'OpenCL, c'est pour faire des calculs, c'est pas pour faire des graphismes, c'est pas pour faire de la 3D avec des jeux vidéo, OpenCL, c'est vraiment pour faire des calculs parallèles, c'est utilisé pour faire du rendu 3D ou du calcul scientifique. Bon, dans ce cadre-là, si tu veux, on savait que le M1 Max était un peu en dessous, ça semble se confirmer avec le M1 Ultra. Donc sans surprise, du coup, le M1 Ultra se fait rouler dessus par une 3090 dans Blender. Donc Blender 3.1, le GPU benchmark est 5 fois plus rapide chez Nvidia, et ce, même avec une 3080. Alors je veux bien que ce soit pas encore optimisé pour Mac, tout ça, mais l'écart il est quand même vraiment très important. Bon. Alors en jeu, la différence est moins marquée quand même, mais bon, Shadow of Tomb Raider est presque 20% plus rapide sur 3090 en 1440p, ce qui est quand même très bon, faut quand même pas exagérer. Sous Civilization 6, alors je sais, Civilization 6 c'est vraiment pas le jeu idéal pour stresser une grosse carte graphique, mais bon, on prend ce qu'on a, il n'y a pas tant de jeux que ça vraiment qui sont natifs sur Mac. La 3070 fait tourner le jeu à 65 fps en 4K, quand le Ultra n'atteint pas les 40 en 1440p. Ce qui veut dire que la 3070 lui roule dessus sur Civilization 6. Bon, c'est un petit peu étonnant. En plus, les RTX ont le support du ray tracing pour le moment. Impossible de mettre en perspective les performances comparées du Neural Engine de chez Apple et des Tensor Core de chez Nvidia. Donc, bon, c'est des résultats un peu partiels. Mais bon, il semble très clair que non, le GPU du M1 Ultra n'est pas du tout au niveau d'une 3090, que ce soit pour le jeu ou pour le boulot, comme laisse supposer son score sur OpenCL. Après, c'est pas grave non plus. Les 3080 et 3090 consomment 300 à 350 watts toutes seules, alors que le Mac Studio consomme au grand maximum 370 watts.
Ah oui, d'accord, c'est ça que tu voulais dire. C'était le PC complet. Oui. Oui, d'accord. Non, parce que moi j'avais en tête le processeur. Ah, d'accord. Okay. La consommation du processeur tout seul, moi, du CPU tout seul. Non, moi j'avais en tête le Mac Studio. Pardon. Non, le Mac Studio, ouais, c'est 370 watts maximum. Complet, là, la machine totale, voilà. Donc effectivement, tu vois, bon, évidemment, c'est quand même pas la même, voilà, tout le truc chargé à fond comme une mule, c'est moins de 370 watts. Donc forcément, si tu veux, c'est quand même très bien, tu vois, et même comme ça, ouais. La machine reste quasi silencieuse, ce qui est quand même une belle performance. C'est un vrai confort. Donc avoir le meilleur CPU disponible dans un PC compact et silencieux, c'est déjà très bien, hein. Donc une configuration équivalente sur PC, ce sera pas aussi élégant. Bon, après, évidemment, selon votre usage, c'est à vous de voir si le prix vaut le coup ou pas. En tous les cas, voilà, c'est les conclusions. Je pense qu'on peut peut-être s'attarder une seconde sur les recommandations pour les utilisations. Je crois que et évidemment, dans l'optique de passer sur une architecture de type M1 chez Apple, vraiment, il y a un truc qui ressort aussi des tests, hein, c'est à quel point la performance d'un M1 classique, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, sur un certain nombre d'utilisations de base, finalement, est assez comparable. Je crois que là où ça brille au niveau des processeurs qui sont boostés aux stéroïdes dans la gamme M1, c'est vraiment sur des tâches qui utilisent du calcul un tant soit peu complexe, notamment une compilation d'une application pour ceux qui en font du développement, exporter une vidéo, encoder une vidéo, exporter des grosses ressources audio. Je pense que c'est peut-être important aussi de rappeler à quel point pour monsieur et madame tout le monde qui va faire de la bureautique, de la navigation web, un peu de musique en arrière-plan, de la vidéo, etc. Consulter de la vidéo, j'entends. Un M1, on est d'accord, Guillaume, c'est un appareil équipé de la puce M1, donc par exemple un Mac Mini, ça reste tout à fait une bonne recommandation aujourd'hui. Oui, bah c'est sûr. Si vous faites de la bureautique internet et vous regardez des vidéos, voilà, standard, il n'y a pas besoin, absolument pas besoin de prendre un M1 Ultra. Les M1 Max déjà, c'est pour déjà plutôt les créatifs, quoi. C'est déjà une bonne puissance. Le M1 Ultra, faut vraiment faire un boulot de production qui justifie 4000 balles dans une machine. Hein. Donc de mon point de vue, c'est carrément. Ce qui peut arriver. Hein. Bah d'ailleurs, de mon point de vue, tout à fait, ça place. De fait, le Mac Studio avec le truc Ultra dans la gamme Pro. Pour moi, c'est un Mac Pro. Sûr. C'est pas un truc grand public. C'est pas vrai. Ça a ni le prix, ni la puissance d'un truc grand public, en fait. Enfin, je trouve que c'est un truc... C'est certain. Après, il y a toujours cette notion, c'est Guillaume Jette, hein, dans Apple différemment. Je l'entendais dans le podcast de mon copain Matt et Audrey Coulot, qui intervenait et qui disait et qui rappelle à chaque fois à quel point, en fait, c'est quoi un pro? Et c'est vrai que c'est compliqué parce que finalement, un écrivain, un journaliste, tu vois, c'est un professionnel. Mais il n'a pas besoin des ressources informatiques dont va avoir besoin un développeur ou un vidéaste. Donc, encore une fois, c'est peut-être la recommandation qu'on peut donner, hein, c'est que si jamais vous n'avez pas à vous poser de questions aujourd'hui des ressources de votre ordinateur, ça sert virtuellement probablement à rien d'aller taper dans ces ordinateurs de cette gamme-là. Mais évidemment, je pense que vous aurez compris en écoutant Tech Café maintenant depuis quelques temps ce qui est bon pour vous. Et si on a fait le tour du M1 Ultra et des tests qui sont sortis, qui sont quand même intéressants, hein, ça permet de mettre un petit peu en perspective les promesses du constructeur, on va regarder un petit peu ce qui se passe aussi du côté forcément des autres acteurs du monde des processeurs, Guillaume, à commencer par AMD, quelques petites news de leur côté. Ben oui, puisqu'on barbote dans les CPU jusqu'au genou, là, hein, on va continuer avec AMD. Il sort à la fois du super haut de gamme et de la plus pour les budgets serrés. Alors pour le haut de gamme, c'est la technologie 3D V-Cache, hein, qui consiste à placer du cache L3 sur le dessus du processeur lui-même. C'est une technologie qui vient d'intégrer la ligne Data Center d'ailleurs, dans les processeurs Pro EPYC, donc EPYC 7000, donc comme le haut de gamme, le 7000, alors c'est le 7773X, voilà, qui embarque 768 mégaoctets de cache L3, avec donc 64 mégaoctets de cache L3 dans la puce et 512 mégaoctets au-dessus du die principal. Alors on parlait de prix, bon, cette joyeuseté-là, qui a 64 cœurs, hein, c'est $8000. Donc voilà, il y a vraiment, bon voilà, on n'est vraiment pas du tout dans un truc grand public, hein, c'est vraiment pour les data centers, les hyperscalers, ce genre de truc. Alors, plus accessible, il y a les Ryzen 5800 X3D qui offrent la même chose, enfin dans le sens la même technologie, toute proportion gardée, hein, parce que là il y a 64 mégaoctets de cache supplémentaire sur un 5800 X3D qui lui permet d'avoir un boost significatif de 15% sans rien changer au processeur de base. Donc c'est quand même pas mal. Alors j'avais déjà parlé, mais on vient d'apprendre un détail qui chagrinera peut-être quelques-uns, c'est que les processeurs qui ont du cache sur la tête ne sont pas overclockables.
Alors c'est plutôt intuitif finalement, puisque le cache par-dessus le processeur, c'est un truc qui chauffe, qui est par-dessus un autre truc qui chauffe finalement. Et donc ça laisse moins de marge pour booster la fréquence, parce que ça va encore réchauffer l'ensemble. Donc c'est un dilemme pour les fans d'overclocking, je sais pas, investir dans un gros radiateur et un gros CPU à 450 balles avec un très gros cache, ou est-ce que tu investis dans un gros radiateur pour un CPU que tu peux overclocker. Je sais pas si tu peux overclocker facilement les Ryzen pour en extraire 15%. Oui. Dans un souci de toujours être transparent et de vous apporter le plus de pédagogie possible, overclocker, c'est évidemment augmenter la fréquence, la vitesse, la fréquence du processeur, mais évidemment au détriment du fait qu'il chauffe. Donc bon, c'est un peu on va dire de la bidouille. En tout cas, c'est une manière de modifier le comportement du processeur. Et donc là, c'est pas possible. Non, non. En tout cas, pour cela, c'est bon. Bon, après, c'est une question que se pose pas forcément tout le monde, en Bien particulier ceux qui sont pas intéressés par les nouveaux trucs qui sont quand même assez cher, c'est 450 balles celui en machin 3D, mais vous avez des des Ryzen à moins de 100 balles maintenant, moins de $100 pour l'instant. Désormais, il y a des nouveaux Zen 3. Alors, on dira ce qu'on voudra, c'est quand même agréable d'avoir de bonnes performances sur des CPU qui sont accessibles aussi, qui sont pas chers. Il y a une vraie bataille dernièrement là-dessus entre AMD et Intel. Encore 2 ans auparavant, tous les Ryzen étaient assez chers. Hein. Et Intel a voulu frapper un grand coup avec la génération 12, qui offre quand même des Core i3 et même i5 à 6 cœurs pour moins de $200 et 4 cœurs à $122. Et donc AMD répond avec des nouveaux Ryzen, des Ryzen 3 qui ont 4 cœurs à $99. Donc c'est les 4100 et 3100. Donc les nouveaux 3000 et 4000, c'est des architectures Zen 2. Et les nouveaux 5000, en fait, sont des architectures Zen 3. Donc il y a aussi les nouveaux 5000. Et donc, en Zen 3, ça commence à $159 pour 6 cœurs. Donc, les 5600, ça me semble être une bonne réponse, d'ailleurs, au Core i5 12400. Donc, voilà, conclusion, il y a une gamme de prix une gamme plus large à tous les prix, et c'est quand même appréciable. Est-ce qu'on peut les conseiller, et pour quels usages, du coup ? Quels usages si vous encore une fois, hein, si vous faites de la bureautique, si vous faites de la bureautique et de Internet navigation, standard, du petit jeu, c'est-à-dire évidemment après ça va dépendre complètement de la carte graphique, mais bon, si vous faites du petit jeu avec une carte, vous pouvez largement vous contenter de 4 cœurs en fait, hein, et 6 cœurs, vous avez un peu plus, mais vous avez un peu plus de puissance sous le pied, mais franchement, un processeur à $100 suffit pour énormément d'usages. Vraiment. Et puis évidemment, si vous mettez une carte graphique derrière, vous pouvez même jouer un petit peu. Si vous voulez jouer à des jeux vraiment récents, là, clairement, il faut 6 ou 8 cœurs. Mais vraiment récents, tu vois. Donc, ça dépend, mais ce sont toutes des machines qui sont vraiment utilisables pour plein de choses encore. Hein. Cool. De toute façon, les pénuries de composants sont probablement pas prêtes de s'arrêter, comme on le disait dans le dernier épisode, et comme le veut l'actualité. Donc, de toute façon, il va falloir aussi s'ouvrir avec plein de possibilités. Ouais, les jeux, si tu veux, ils utilisent pas énormément de cœurs encore aujourd'hui, pas forcément, pas forcément tous les jeux même utilisent même pas 4 cœurs forcément, mais comme les consoles de salon ont 8 cœurs, ça va dans quelques années, si tu veux, tous les jeux vont utiliser plus de cœurs, si tu veux. Et donc, c'est vrai que bientôt, disons dans quelques années, ce sera plus confortable de jouer avec un processeur 8 cœurs qu'avec un processeur 4 cœurs. Pour l'instant, ça reste encore gérable de jouer avec un 4 cœurs ou un 6 cœurs sans trop de soucis. Cool, merci. Ça permet comme ça de se positionner si vous vouliez vous monter un appareil. On va terminer cette rubrique autour des processeurs avec aussi Intel, mais alors là, on va parler à coups de milliards, hein, Guillaume. On va se retrousser les manches. C'est pas des petits chiffres, là, c'est des investissements massifs. Petite conclusion avec Intel, il y a un plan de 88 milliards de dollars d'investissement et 36 milliards ont déjà été décidés. Et donc parmi tous ces beaux milliards, il y a 18,5 milliards pour une méga usine en Allemagne, à Magdebourg, donc c'est à une bonne centaine de kilomètres de Berlin. Et c'est pour l'ère Angstrom, comme ils appellent ça, comme le marketing d'Intel l'appelle ça, c'est les futurs process. Le nanomètre. Après le nanomètre, voilà, après les 4, on va passer à un Intel 4. Et donc après les nanomètres, ils auront les angstrom, donc on sera à 20 angstrom, puis ils baisseront. Donc c'est les futurs process d'Intel. Hein. Donc ces usines germaniques devraient cracher des wafers en 2027. Donc c'est quand même vraiment pas pour tout de suite, c'est vraiment pour le futur. C'est fou que ça mette autant de temps d'ailleurs. C'est dingue, hein. C'est quand même dans 5 ans. Oui, mais c'est quand même super compliqué. Alors plus près de nous, il y a 18 milliards d'ailleurs encore d'investissements supplémentaires. Donc il y a 13 autres qui seront consacrés à l'extension des usines irlandaises de Lake Sleep.
Cette fois, c'est plus proche de nous, hein, puisque ça vise des process Intel 4, justement, en 2023. Et après, il y a encore des milliards pour ouvrir des centres de recherche en Pologne et en France, et ça, ce sera l'an prochain. Et pour faire bonne mesure, il y a aussi des projets de superordinateurs en Espagne et d'usines de conditionnement en Italie. Voilà, on n'en finit pas, et c'est une très bonne nouvelle. Tant mieux, la production ne s'arrête pas, mais on n'en attendait pas moins de la part de ces acteurs. Écoute, parfait, on va changer de rubrique un petit peu, on va mettre de côté le matériel et pas forcément aller vers le logiciel, mais plutôt sur les aspects de régulation, parce que on a tout un petit tunnel de news que tu nous as sélectionné sur ce sujet-là exact, et justement, à commencer par Meta, vous savez, Meta, l'entreprise chapeau mère qui est derrière Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., qui s'est retrouvée pincée pour infraction au RGPD. Guillaume, je crois qu'ils tremblent de peur et qu'ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir se débrouiller pour payer une amende. Oui, des petites nouvelles de Meta, ça faisait longtemps, hein, donc 2 petits SMS pour se mettre en bouche. Donc oui, alors déjà, donc c'est la CNIL irlandaise qui a reconnu Meta. J'avais plus en tête, excuse-moi, coupable, mais scandale Meta de la semaine, bien sûr. Oui, excuse-moi. C'est pour ça. Coupable de 12 violations de données personnelles en 6 mois, donc c'est en 2018. Donc c'est le DPC pour le Data Protection Commission qui a reçu 12 notifications de violation de données que Meta n'a pas contestées d'ailleurs. Il dit juste que c'est des pratiques archaïques d'un autre temps qui n'ont plus cours aujourd'hui. Donc elle paiera sans doute bien volontiers les 17 millions d'euros d'amende, d'autant que évidemment ça pèse pas bien lourd, hein, puisque c'est ce qui fait le plus parler en fait de la presse, c'est ce chiffre, puisque Numérama s'amuse à calculer que ça représente 1h30 de chiffre d'affaires. C'est rigolo de rapporter ça en temps de revenus, mais c'est assez parlant quand même. Quand du coup, tu représentes ça, pas très dissuasif. Pas très dissuasif. Pourtant, le RGPD promettait la possibilité d'infliger des amendes qui étaient proportionnelles justement au chiffre d'affaires. Je crois que c'était plusieurs pourcents, c'était très très conséquent. Évidemment, c'est inscrit dans la loi, mais c'est pas pour autant que les amendes se déclenchent sur ces montants-là. Après, il y a plus sérieux peut-être, dans les dommages-intérêts à payer ou pas, on verra bien ce que ça donne, comment ça tourne. C'est la plainte australienne contre Facebook, alors à l'époque, qui a été accusée de faciliter les arnaques aux crypto-monnaies via des pubs ciblées. Donc selon la plainte, il y a des pubs pour des investissements frauduleux, avec des images de célébrités qui n'étaient pas au courant, bien sûr, qui étaient ciblées sur des gens qui avaient, disons, le plus de chances de tomber dans le panneau. Donc une fois le contact pris, les arnaqueurs devenaient extrêmement pressants pour que tu mettes du fric, à la limite du harcèlement. Du fric dans un investissement bidon, hein. Et ça tombe sous le coup de la loi qui protège le consommateur des fausses pubs, mais aussi de celle qui protège les investisseurs, en Australie en tout cas. Donc c'est pas la première plainte de ce type contre Facebook. En août dernier, c'était la même chose aux États-Unis pour des arnaques générales, hein, pas seulement crypto d'ailleurs, loin de là. Selon les plaignants, Meta est responsable de la sécurité de ses utilisateurs, et donc, comme il est très laxiste sur les pubs qu'il tolère sur son site, ça va pas. Alors, Meta s'en défend, mais on en parle régulièrement de ce truc-là, hein. Le ciblage publicitaire, c'est devenu un outil qui facilite, voilà, c'est un facilitateur d'arnaque, c'est encore bien meilleur que le bon vieux phishing à papa, hein. Donc faut rester vigilant partout, pas seulement sur Facebook, bien entendu. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça va être intéressant de voir un petit peu le déroulement des procès, comment Meta va se dépatouiller de ce problème qui est un peu endémique. Ouais, effectivement. L'autre jour, ça me fait penser que j'ai vu une publicité sur Instagram, Guillaume, où je pense que c'était, je sais pas, des nouveaux NFT, ou je sais pas ce que c'était, ou en tout cas, c'est présenté comme tel. Alors, c'était génial parce que le lien vers lequel ça renvoyait, du coup, j'ai pas creusé, mais c'était carrément un serveur Discord. Donc, tu vois, il y a même plus le filtre d'avoir une page web qui essaye d'être crédible, ça t'envoie directement vers le serveur Discord pour que tu te fasses bien alpaguer. C'est très cool. C'est assez courant, ça, en fait. Dans le monde des NFT, c'est hyper courant parce que Discord est très utilisé par les communautés autour des nouveaux NFT ou des cryptos, etc. Et du coup, il y a énormément de trucs comme ça, effectivement, de gens qui se font avoir sur Discord, des gens qui se font passer pour d'autres, qui créent des faux projets sous Discord. Ouais, c'est un outil qui est très utilisé. C'est la première fois que ça m'arrivait, en tout cas. Bon, je clique pas à chaque fois sur toutes les pubs que je reçois, heureusement. Mais là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de voir ce que c'est. Et ça m'a amené sur Discord. Bon, ça m'a mis un signal d'alerte. Je pense que si une pub vous envoie sur Discord, méfiez-vous. Voilà, c'est peut-être un message qu'on peut vous faire passer. Au passage, on va aller donc du côté des États-Unis avec une volonté de Elizabeth Warren qui veut limiter. Alors, c'est assez ambitieux, en fait, dans l'intention. Limiter les fusions d'entreprises, Guillaume. Ouais. Bon, on parle de juristes, tout ça. Prenons donc une double dose d'Elizabeth Warren. Alors, depuis le début des sanctions contre la Russie, déjà, il y a la question des cryptos comme moyen de contournement qui revient régulièrement. Et donc, même s'il est peu probable que le pays dans son ensemble puisse utiliser les cryptos comme moyen de contournement massif,
pour rendre caduques les sanctions financières, il y a quand même des particuliers très riches qui pourraient largement s'en servir. Il y a quand même Reuters qui a rapporté qu'une boîte aux Émirats Arabes Unis avait reçu une avalanche de demandes de liquidation de Bitcoin, donc de la part de clients russes, qui étaient toutes supérieures à 2 milliards de dollars. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, bon ça n'a jamais été confirmé ailleurs que sur cet truc de Reuters, mais bon, la question se pose de soumettre les boîtes de crypto aux mêmes règles que les banques ou les institutions standards. Et c'est un peu le but du projet de Warren, mais aussi de Jack Reed, Mark Warner et John Tester, qui sont tous démocrates, qui a un nom, alors cette loi elle a un nom aussi habitable que d'habitude, parce que ça s'appelle le Digital Asset Sanction Compliance Enhancement Act. Cette loi autoriserait le président à sanctionner des entreprises crypto étrangères si elles font des affaires avec des entités russes frappées par les sanctions. C'est aussi lui qui identifierait les bourses à risque, on va dire. Et puis les boîtes américaines qui seraient tentées de le faire, le Trésor américain pourrait leur interdire de le faire, voilà, tout simplement. Alors, il y a un des articles qui porte aussi sur la transparence financière, donc ça va un peu plus loin. Il pourrait obliger à fournir l'identification de toute personne faisant une transaction de plus de 10 000 $ en crypto si c'est demandé. Donc c'est un projet de loi contre le blanchiment au sens large, en fait. Hein. Et donc Elisabeth déjà est là-dessus, mais effectivement elle s'arrête pas là, parce que comme tu disais, elle a pas le temps de s'ennuyer avec un pote à elle, qui s'appelle Monday Jones. Elle est aussi sur un autre coup qui est assez spectaculaire, puisqu'il s'agit d'un projet qui interdirait les acquisitions de plus de 5 milliards de dollars. Ou celle qui augmente la part de marché de la boîte au-delà de 33%. Elle interdirait aussi les fusions qui augmenteraient la puissance d'une boîte en tant qu'employeur, au-delà de 25% de la main-d'œuvre d'un secteur. Et quand tu suis l'actu tech, tu te dis 5 milliards, c'est vite arrivé quand même. 5 milliards, c'est très vite arrivé, et surtout qu'en fait, on retient le 5 milliards parce qu'effectivement, on se dit que c'est pas énorme, on va dire contextuellement. C'est beaucoup, mais... Voilà. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une loi qui regarde aussi les parts de marché, et qui même regarde la part de marché en tant qu'employeur, la puissance d'une boîte en tant qu'employeur. C'est-à-dire, si t'es le seul employeur, tu sais que c'est cette fameuse notion de monopsone. De monopsonie. C'est-à-dire, au lieu, tu vois, t'es le seul, au lieu d'être la seule offre, t'es la seule demande. Et donc, en fait, cette loi, elle est relativement, je vais dire originale ou nouvelle, je sais pas, après, je m'y connais peut-être pas assez, mais elle paraît assez innovante dans le sens où, effectivement, elle regarde non seulement le volume, le volume financier des acquisitions, mais aussi ce que ça donnerait en termes de part de marché ou tu vois de part d'employeurs au niveau des employeurs. Ça c'est assez marrant, d'autant qu'il y aurait aussi plus d'outils pour démanteler une boîte au besoin. Donc, alors ces projets ambitieux hein, donc pour limiter les monopoles et les monopsones, puis les concentrations en général. Ça semble tellement improbable que ça puisse aboutir. Tu imagines tous les cas où tu as des montants de ce type qui sont atteints. Mais en tout cas, on voit une direction qui est prise par les régulateurs aux États-Unis. On continue. Ouais, c'est pas fait. T'as raison de le dire. C'est pas fait. Je pense que c'est loin d'être fait. Voire ça ne verra jamais le jour. Mais bon, c'est une intention tout à fait intéressante et c'est peut-être aussi la force des répétitions de ce type de proposition qui donnera au final quelque chose. Mais ça va prendre du temps. Oui, mais c'est ça le truc, c'est que même si cette loi en l'état passe pas, peut-être qu'elle va influencer d'autres, etc. C'est en perpétuel mouvement. Eh bien, tant mieux. On va terminer cette rubrique en parlant de NFT, parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas parlé de NFT, Guillaume, et alors des propositions qui révolutionnent et achèvent de nous convaincre sur les usages. Ah ben on est achevé, bien entendu. C'est clair, on est achevé. De toute façon, on reparle de méta parce que voilà, avec cette phrase de Mark Zuckerberg à South by Southwest, qui est dans les prochains mois, vous pourrez amener certains de vos NFT sur Instagram. Trop bien. J'espère que vous pourrez aussi en minter dans cet environnement. Fin de citation. Et c'est tout. Donc, c'est pas des masses sur ce que ça va être concrètement. Ça va probablement commencer comme sur Twitter, je suppose, avec une galerie de photos sur vos acquisitions NFT, puis sans doute un hexagone ou un truc du genre, si vous utilisez une photo de profil de ce type-là. Mais bon, comme OpenSea pèse désormais 13 milliards de dollars, ce serait pas étonnant si Meta avait envie de limiter un petit peu tout ça d'une manière ou d'une autre. Quand ce sera fait, d'ailleurs, peut-être que TikTok aussi aura des hexagones, va savoir. Bon, on en parle moins, c'est vrai, mais le petit monde des NFT continue à tourner. Aussi par rond que d'habitude. Par exemple, la skin originale de Winamp, millésime 97, mais c'est incroyable, va être mis aux enchères sur OpenSea. D'autres skins créés par des artistes aussi d'ailleurs. Alors, Winamp, encore, permet de reverser les profits à une œuvre caritative. Il y en a qui nous écoutent, ils savent pas ce que c'est Winamp, Guillaume. Hein. Je pense qu'on commence à être trop vieux pour eux. C'est un lecteur audio de l'époque. C'est un des premiers lecteurs MP3 très populaires. C'était le plus populaire à la fin des années 90, début 2000, on va dire, Winamp. On pouvait changer son interface, on pouvait le skinner, c'était incroyable. C'est ça, exactement, on pouvait skinner. Est-ce que tu le skinnais, toi, ton Winamp, à l'époque ?
Et ben ouais, je crois que j'avais une skin qui aujourd'hui me ferait hurler de rire, je pense, parce qu'elle était bleue avec des trucs, c'était un truc futuriste de 90, tu sais, c'était Les néons de l'époque. c'était un peu l'idée, ouais. Ça, bon, non, mais je crois que je l'ai perdu depuis très longtemps, mais bon. Et puis d'ailleurs, vous vous demandez peut-être, les plus vieux en tout cas, se demandent peut-être immédiatement, est-ce que ça existe encore, Winamp? Mais oui, je sais que ça Ouais. existe. Bah en fait, non, pas vraiment. Bah, c'est en mort. Ah, il me semblait que le logiciel... Bah, le logiciel, il est en mort cérébrale depuis des années, mais le nom Winamp, lui, il a été utilisé par de nouveaux propriétaires pour faire une app musicale qui me fait penser beaucoup à Bandcamp, pour être honnête. Donc le nouveau Winamp, la nostalgie, ça doit marcher toujours. Parce que bon, oui, d'ailleurs, les moins cruellement jeunes d'entre vous se souviennent peut-être aussi de LimeWire, compagnon du mélomane fauché du début 2000. Donc c'était l'époque où il y avait c'était même avant Torrent, tu téléchargeais de la musique pair à pair. Et ben lui aussi il revient avec des NFT. Et d'ailleurs, les fondateurs originaux de LimeWire, qui ont absolument rien à voir avec le projet NFT, sont pas très contents en fait que le nom soit utilisé comme ça. Bon, ben, je sais pas. Le nouveau LimeWire en fait, ça va devenir une sorte d'OpenSea, mais pour des NFT audio, c'est-à-dire des NFT liés à des chansons ou à des albums apparemment. Parce que ouais, pourquoi s'arrêter aux images? Je veux dire, pourquoi s'arrêter à la vue? Tu vois, il y a aussi l'ouïe. Donc LimeWire, il fait l'ouïe. Donc après, il reste le goût. Eh ben le goût, pas de problème. Il y a Culinaire qui lance des NFT de plats. Culinaire, donc Culine avec un grand R, lance des collections de NFT de plats à manger, voilà, genre, je sais pas, bœuf bourguignon ou hot dog. Alors j'invente rien, parce qu'il y a le hot dog de Greg Marchand, je sais pas qui c'est, est disponible sur OpenSea en NFT à 0,0123 Ether. J'ai absolument aucune idée de la valeur ajoutée de ce NFT. Je sais pas laquelle est la valeur ajoutée d'avoir un NFT sur un hot dog à une image de synthèse qui tourne comme ça sur la page. J'ai rien trouvé d'autre en fait que le fait que Culinaire souhaite protéger la gastronomie sur la blockchain. C'est assez lunaire. Mais il y a pire. Je sais que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Stéphanie Matteau. Avouez-le. Il n'y a pas de honte. Enfin il y a un petit peu, mais avouez-le quand même. Des sujets plus importants, c'est vrai, nous ont préoccupés ces dernières semaines, mais puisqu'on y est, pourquoi ne pas parler en coup de vent de cette star de télé-réalité américaine qui s'est trouvé un business model original, c'est vendre ses pets dans deux petits bocaux tout mignons. Quand tu dis CP, il faut bien comprendre, c'est ce que vous avez entendu. Oui, ce sont CP, c'est prout, voilà. Donc cette égérie de TikTok, désormais, a vendu pour $200 000 de paix en bocal. Cette affaire qui marchait à plein gaz, faut dire que c'est une vraie businesswoman, hein. Elle avait une sacrée discipline, elle avait un régime alimentaire très adapté aussi, à tel point qu'à un moment, elle aurait eu les yeux plus gros que le ventre, enfin, disons, le ventre plus gros que l'anus, en fait, en l'occurrence, puisqu'elle fut prise de douleurs terribles qui lui ont fait croire à une crise cardiaque. C'était pas une crise cardiaque, c'était pas une heart attack, c'est une fart attack. Alors sachez-le, un volume important de gaz peut forcer sur les boyaux et tout ce qu'il y a autour, et occasionner des douleurs inquiétantes jusque dans la poitrine, assez haut. Donc péter un coup, ça ira mieux, sinon appelez le 15 quand même, hein. Donc, sa maladie professionnelle a donc poussé Stéphanie à innover et donc à se tourner vers la blockchain où elle a minté pas moins de 5000 NFT de paix virtuels, matérialisés par des dessins de bocaux avec des yeux et d'un goût exquis. Voilà, il existe des doutes sur la véracité de tout ça, en particulier de sa visite aux urgences, mais il y a bien un site qui s'appelle Fartjar NFT. Oui, j'y suis allé et je suis bien en train de prononcer ces mots, Fartjar NFT. Et un site où je peux apparemment connecter mon wallet pour acheter donc un NFT de Fartjar à 0,05 Ether. Bon, honnêtement, je trouve que l'eau du bain de Belle Delphine à 30 balles, la bouteille, c'était une meilleure affaire, franchement. C'est beaucoup plus concret. Mais la mode est peut-être lancée, je sais pas, Amourante va faire les deux d'ailleurs, eau du bain et paix en bocal. Blague ou pas, je sais pas. Enfin, ça fait longtemps que je sais plus où s'arrêter, où commencent les blagues dans ce business, donc voilà, tout est normal, tout va bien. On va laisser les NFT de côté, je pense qu'il est plus que temps. Oh, juste un petit mot pour Winamp, parce que du coup je naviguais un petit peu sur le site winamp.com au passage, donc ils ont quand même bien repris le logo original, mais restylisé comme ça, très moderne. Du coup j'étais en train de me dire, si aujourd'hui... Ouais, ça met en relation des musiciens et leurs fans et tout ça, non, c'est pas ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, c'est ce que j'en comprends. Il y a un media player. Bon, bref. Mais en tout cas, ils ont bien modernisé le logo. C'est sympa. Je serais curieux de savoir ce que ça donnerait une skin Winamp en 2022 au goût du jour. Va savoir. On va mettre ça de côté, on va parler un petit peu intelligence artificielle. Décidément, on retravaille les fondamentaux de Tech Café dans cet épisode. À commencer par, comme c'est pas écrit, on sait pas si c'est interdit. Guillaume, si je joue demain à un jeu, en l'occurrence,
le Go. Est-ce que je pourrais pas m'aider un petit peu d'intelligence artificielle quand même? Mais non, qu'est-ce que c'est que cette histoire de... Oh, mais si ça cette se histoire fait pas. d'anti-sèche. Non, mais non. Alors, évidemment, c'est forcément, hein, quand t'es un élève pas doué, tu copies sur un élève qui est plus doué que toi. Donc forcément, les IA sont des élèves qui sont doués, hein, parfois même extrêmement doués. Et donc, ouais, t'as peut-être, voilà, c'est peut-être ce genre d'élève sur lequel on copie quand on sèche. Donc, comme ce joueur de Go chinois qui s'appelle Ruichi, qui a été suspendu par l'association chinoise de Weiqi, qui est le nom chinois du Go. Alors à cause du coronavirus, il y a pas mal de tournois en fait qui se déroulaient online. Et donc le gars a dû utiliser un logiciel de Go. Alors, je sais pas lequel en fait. Je suis pas sûr qu'il ait utilisé AlphaGo pour autant. Il doit y en avoir d'autres. Bon, apparemment il a gagné, mais bon, il a perdu par forfait du coup. Enfin, en tout cas, il a été disqualifié. Bon, les IA sont très fortes à certains trucs, elles sont très fortes en chimie aussi. Et d'ailleurs, elles font un petit peu peur, puisqu'il y a des chercheurs qui ont utilisé des IA donc des algos de deep learning pour créer des armes chimiques. Et ça a même très très trop bien marché. La méthodologie en fait est trop simple. C'est en fait, tu sais qu'il existe des bases de données de toxicité pour les molécules. Alors par exemple, si tu prends un exemple d'un agent neurotoxique très puissant et très connu qui s'appelle le VX, ouais, c'est le gaz de Mission Impossible Rogue Nation. Je sais pas si vous avez vu le film en tout cas. Donc ce VX, donc, il existe évidemment et qui est extrêmement dangereux. Alors il est extrêmement dangereux parce qu'il paralyse les muscles, y compris cœur et poumons, ce qui est quand même assez embêtant. Et il le fait parce que c'est un inhibiteur de l'acétylcholinestérase. Attention, je ne sais pas du tout de quoi je parle. Bref, cette inhibition, c'est mal, voilà. Et comme c'est mal, on recense les molécules qui ont un effet inhibiteur sur acétyl-truc. Bon. Donc ça fait des sets de données qui peuvent permettre d'entraîner des modèles à reconnaître si une molécule donnée a une chance de te tuer. Donc ça a permis de filtrer les candidats médicaments en fait, puisque on souhaite effectivement éviter des molécules qui soient très efficaces pour soigner la tension, mais qui provoqueraient un décès rapide par d'autres effets, tu vois. Donc ça c'est ce qu'ils... Et là en fait ils ont fait la même chose pour l'instant, ils ont entraîné donc un truc sur l'acétylcholine, je sais pas quoi là. Sauf qu'ils ont fait exactement l'inverse après, c'est-à-dire qu'ils ont balancé des kilos de molécules nouvelles ou enseignes au modèle qui a été entraîné à reconnaître la toxicité et lui ont demandé de sortir celle qui avait le plus de chances d'être mortelle. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés avec plein de candidats d'armes chimiques, aussi dangereux que le VX, voire beaucoup plus. Donc pour des basses considérations éthiques, aucune molécule n'a été testée, mais il est très possible qu'il y ait des faux positifs dans le tas, c'est sûr, mais il y a aussi probablement des choses qui sont plus mortelles que le VX, parce que l'algo a carrément ressorti des molécules d'armes chimiques qui existent déjà. Et en plus, il y a d'autres molécules qu'il a sorties qui ne ressemblent pas du tout à des armes chimiques. Ce qui soulève un autre point, c'est que si on demande à un labo de synthétiser ces molécules, pour la science bien sûr, le labo ne peut pas savoir a priori que c'est un agent chimique. C'est pas un agent chimique répertorié comme un truc dangereux. Oui. Donc il pourrait le produire lui en toute bonne foi en fait. Bon, et le pire, c'est que ça, c'est juste pour la toxicité de l'inhibition de l'acétylcholine. Bon, enfin bref, vous voyez. Et il y a d'autres sets de données de toxicité pour d'autres types d'effets qui sont tout à fait publics, eux aussi. Donc n'importe qui familier de ces datasets, donc il y a un peu chimiste, un peu biologiste, évidemment, faut pas déconner, mais quand même, et familier aussi des outils de deep learning qui sont quand même en accès libre un petit peu partout, peut potentiellement créer de nouveaux superpoisons. Le ticket d'entrée, il est finalement assez bas, et c'est tout le propos de l'article en fait, les auteurs ont hésité à le publier, mais finalement il est paru dans Nature Machine Intelligence, parce que c'est important d'alerter sur ce truc-là. Donc, si la carrière de super vilain vous tente, contactez-moi, je vous donne les références de l'article et je contacte aussi l'antiterrorisme. Oui, il faudra faire un tir groupé, effectivement, pour le coup. Mais c'est très rassurant, c'est bien, c'est agréable. Mais parfois, il y a des choses comme ça, quand on les ramène à la réalité, on se dit que finalement, l'espèce humaine est bien plus bienveillante qu'on ne pouvait l'imaginer dans son ensemble. C'est presque rassurant. Bon, alors là, on vient de dépeindre des intelligences artificielles, bon, on le savait pour le Go, qui sont de précieux alliés, qui en l'occurrence aident les gens à devenir les super méchants de films, de séries et de dessins animés. Et donc, ça nous paraît être des prestations très haut niveau. Mais les intelligences artificielles, vous le savez si vous écoutez là aussi Tech Café, arrivent parfois à échouer à des tests parmi les plus simples, Guillaume. Les IA sont fortes dans leur matière, mais il faut pas leur demander trop de sortir non plus. Parce que les IA, souvent, tu sais, c'est un petit peu ces élèves besogneux qui passent tout leur temps à apprendre des trucs par cœur sans comprendre le fond des problèmes, voire sans rien comprendre du tout. Alors, la preuve, donc il y a des chercheurs de Seattle, Tucson et Montréal qui ont mis au point un petit jeu textuel qui s'appelle Science World. Donc après tout, finalement, les IA masterisent Pitfall, les échecs, Starcraft, pourquoi pas leur faire un petit jeu d'aventure façon... Alors c'est un peu comme Harvest Moon, sauf qu'il n'y a pas l'interface graphique, parce que c'est pas la peine, quoi. Mais en gros, t'as un personnage qui doit faire des actions simples dans une maison.
Dans cette maison, donc, il y a des places normales, la chambre, la salle de bain, la cuisine, et dans chacune, il y a des éléments interactifs qui sont combinables d'une manière logique, enfin en tout cas logique pour nous. Donc il y a des animaux, il y a des plantes, d'ailleurs aussi le simulateur implémente 25 actions qui peuvent combiner les objets de manière cohérente avec la physique simple, la chimie simple, voilà, des trucs de bon sens, comme voilà, faire fondre un glaçon dans le four, ça fait de l'eau, ou bien chercher tu peux utiliser une fourchette pour déterminer... ou chercher une fourchette pour déterminer si est-ce qu'elle est conductrice. Si tu prends une fourchette, est-ce qu'elle est conductrice? Donc tu peux faire des petits tests. Comment planter une fleur? Tu vois, là, tu mets à terre le truc. Bon, mesurer la température. Voilà. Est-ce qu'un animal donné est-ce que c'est un animal déjà? Est-ce que c'est vivant? Est-ce que ça... Non, parce que... Est-ce que c'est une plante? Est-ce que c'est un animal? Voilà, c'est des trucs simples, voilà, tout simplement. Ou même jouer avec des plans inclinés pour matérialiser les forces. Voilà, un truc, en gros, qu'un CM2 fait en jouant au dernier Pokémon simultanément, quoi. Voilà. Bon, les éléments sont tous réorganisés aléatoirement avant chaque séance pour éviter que l'IA candidate n'apprenne par cœur. Parce que ces candidats, ça va être des agents logiciels. C'est censé être des algorithmes sophistiqués, hein, donc il y a de plusieurs types. Donc il y a du Deep Reinforcement Relevance Network, du Behavior Cloning, du Text Decision Transformer, encore d'autres. Bien sûr, il y a Monsieur Random, voilà, c'est celui qui fait n'importe quoi, exprès, comme référence. Et bon, il y a des notes. Entre 0 et 1 hein, pour chaque tâche, donc il y a une trentaine de tâches, ramenées sur 10, les notes sont absolument catastrophiques pour tout le monde. Voilà, le meilleur agent a 1,8 sur 10, le second a 1,1 sur 10. C'est des modèles qui n'ont pas énormément de paramètres, 1,5 million de paramètres hein, pour le meilleur. Ne croyez pas que ça ait une incidence quelconque, les modèles qui ont 11 milliards de paramètres récoltent 0,6 sur 10. C'est embarrassant un petit peu. Hein. C'est à peine mieux que l'agent qui fait n'importe quoi exprès d'ailleurs. Donc, en gros, bref, ils sont nuls. Aucune IA, en tout cas aucune IA testée, ne comprend ce qu'elle fait. Aucune n'a ne serait-ce qu'un embryon de début de raisonnement de bon sens. Les algos sont d'excellents perroquets stochastiques qui peuvent vraiment donner le change et impressionner dans certaines conditions, mais ça reste totalement stupide pour le moment. Bon, c'est une preuve de plus de ce qu'on a déjà moult fois répété, mais c'est toujours bon de le redire. Et puis, ce qui est intéressant parfois aussi, c'est de se poser sur ce que permet l'intelligence artificielle avec une photo de ce que ça a permis comme avancée. Et justement, Guillaume, tu es tombé sur un article hyper intéressant basé sur des graphiques qui nous donnent un état de l'art un petit peu sur ce qui a permis d'avancer l'intelligence artificielle. Ouais, sur i3 Spectrum, ils ont sorti une sorte de bilan 2021 du secteur de l'intelligence artificielle en 12 graphiques, et c'est intéressant de voir un peu les tendances. C'est intéressant. Donc il y a les investissements qui continuent d'exploser, hein, surtout dans le privé. Le public passe de 8 à 9,5 milliards, alors que le privé il double la mise, carrément avec 93 milliards. Il y a aussi le volume d'acquisition de boîtes du secteur qui explose littéralement à 72 milliards contre 21 milliards en 2020. Du coup, le nombre d'étudiants dans la filière continue d'augmenter, toujours. Le nombre de femmes dans le secteur continue de stagner, toujours, à 20%. Donc du point de vue scientifique, les collaborations US-Chine sont toujours très élevées. Donc depuis 10 ans, elles sont toujours très élevées, largement majoritaires. Mais depuis 2020, elles sont en nette baisse. Et ça coïncide vraiment avec le refroidissement des relations entre les deux pays. Et la Chine, de même, c'est le pays où on dépose de loin le plus de demandes de brevets, mais c'est rigolo parce qu'en fait, finalement, c'est loin d'être le pays où on les obtient effectivement, parce que pour 97 000 demandes en 2021, il y a eu que 1410 dépôts effectifs de brevets qui ont été acceptés. Donc c'est moins qu'en Europe en fait, et aux États-Unis, surtout beaucoup aux États-Unis, parce qu'ils sont 9450, oui. Un petit point quand même sur, tu parles du refroidissement des relations États-Unis-Chine. Il faut quand même noter sur le graphe, on voit aussi que la baisse des relations entre les différents États, et c'est le cas pour tous en fait, ça ressemble aussi quand même à un mouvement initié par le Covid, le confinement. Hein. Ouais, on est d'accord. COVID, et c'est accentué aussi pour les États-Unis et la Chine, évidemment, la chute est plus importante. Excuse-moi. Donc il y a aussi le Covid, mais bon, ça continue de baisser. Enfin, je pense qu'il y a un peu des deux, mais t'as raison de dire aussi que le Covid y est probablement pour quelque chose. Oui, c'est vrai, t'as complètement raison. Et alors, en ce qui concerne les résultats donc de ces modèles, si on juge un petit peu l'efficacité des modèles, l'efficacité des modèles, des fois, elle sature. En particulier en matière de raisonnement, encore une fois. Alors, les modèles sont très forts pour identifier les objets dans une image, on le sait, hein. Mais si on leur pose des questions sur ces objets, sur les situations, là, c'est plus pareil. Alors, l'exemple qui est donné, c'est un couple assis à un resto, avec le serveur debout à côté, avec un plat, et un des clients désigne son vis-à-vis du doigt. Si on demande pourquoi le gars pointe son doigt à son vis-à-vis, il y a très peu de chances
un algo quelconque t'explique que c'est pour dire au serveur que c'est lui qui a commandé le plat. Depuis 2 ans, les progrès dans ce domaine en fait sont quasi nuls et les techniques actuelles plafonnent. Et c'est un peu la même chanson pour le raisonnement du langage écrit. Même si c'est un peu meilleur, hein, quand même, les questions simples sur un texte sont très bien maîtrisées, enfin plutôt bien, quoi. Voilà, du genre, est-ce que c'est un homme, une femme qui parle? Où est l'oiseau? Est-ce qu'il est dans la branche? Voilà, bon, ce genre-là. Et en fait, d'ailleurs, les meilleurs modèles de langage sont même capables de répondre à des questions simples sur des examens d'entrée en fac de droit. Bon, après, dès que les questions sont un petit peu plus complexes, là, c'est plus pareil, en fait. Dès qu'elles se rappellent à des notions un peu plus profondes, les scores s'effondrent de plus de 20%, mais ça reste en progrès pour le moment. Après, autour du sujet de l'IA, pour finir, donc il y a l'éthique, qui est de toute évidence une préoccupation majeure, puisque le nombre d'articles là-dessus a doublé depuis 2019. Et dans le même ordre d'idées, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour détoxifier les sets d'apprentissage. Donc, par exemple, les modèles de langage comme GPT-3, qui peuvent largement être racistes, complotistes et misogynes dans la même phrase, voilà, il faut enlever il faut détoxifier les sets d'apprentissage, mais du coup, c'est quand tu fais ça, le problème, c'est qu'en gros, on a mesuré que ça nuisait aussi à l'efficacité des modèles. Donc, les modèles qui sont détoxifiés sont souvent plus perplexes quand ils sont moins toxiques. Bon, pour conclure, on constate qu'il y a une attention toujours plus importante des législateurs sur le secteur de l'IA, avec beaucoup plus de lois ou de projets de loi comme ça qui veulent encadrer. Et enfin, quand on s'intéresse aux préoccupations principales de ceux qui publient pour réguler ce secteur, on constate que l'environnement n'est qu'en 16e position. Donc en gros, tout le monde s'en fout. Les principaux sujets étant vie privée, sécurité, innovation et éthique. Je trouve cet article hyper intéressant et les graphes permettent de rendre ce sujet très visuel et de le mettre en perspective de ce qui se passe durant ces dernières années. Je pense que celui qui me marque le plus, c'est le plateau auquel se heurte la technologie pour comprendre quelque chose qui, du commun des mortels humains que nous sommes, est très simple, avec l'exemple que tu décris du mec qui lève le doigt pour dire que le plat est pour lui, là où on voit vraiment qu'il y a un plateau, quoi. Alors, est-ce que c'est un domaine où les développeurs n'ont pas identifié de besoin? J'ose pas le croire, parce qu'il y a quand même un gros intérêt à imaginer qu'un jour une intelligence artificielle comprenne ce genre de choses, des choses que les humains comprennent naturellement et sociologiquement facilement, ou est-ce qu'il y a juste un plateau technologique, un plafond technologique auquel on se heurte? J'ai quand même l'impression que c'est pire que ça. En fait, je pense que ce serait super. C'est pas une question de besoin, de toute façon, ce serait super que ce soit possible. Mais ça l'est pas. Je pense pas que ce soit non plus un plafond technologique, parce que je sais pas complètement certain que envoyer encore beaucoup plus de super teraflops dans les modèles change les choses. C'est un problème d'approche, mathématique. De puissance. C'est plutôt un problème d'ordre mathématique. C'est-à-dire peut-être les modèles actuels ne sont pas structurés pour être très efficaces pour ce genre de choses. Ok, en tout cas, si vous aviez des présentations à préparer pour apporter un petit peu de pédagogie autour de l'évolution de l'intelligence artificielle, je pense que cet article qui est dans les notes de l'épisode pourra vous être très précieux. En attendant, nous, on met de côté ces sujets très sérieux pour aller vers d'autres sujets sérieux, mais peut-être un petit peu plus ludiques, que sont les jeux vidéo. Guillaume, d'abord un petit peu d'éthique quelque part dans le monde du jeu vidéo, avec des gestes en direction de l'Ukraine. Écoute, oui, entre le 20 mars et le 3 avril, tous les profits générés par les achats en argent réel sur Fortnite seront reversés pour l'Ukraine. Alors, le chiffre d'affaires de Fortnite, c'est 5 milliards en 2020, donc 2 semaines de chiffre d'affaires, ça ferait beaucoup, ça ferait 192 millions, peut-être même que ça ferait plus, en fait, puisque ça date de 2020. Non, je sais pas s'ils donneront le bénéfice net ou pas, mais dans tous les cas, ça fera vraiment beaucoup d'argent. Ouais, puis on peut imaginer qu'il y ait des mouvements d'achat à l'intérieur qui soient justement libérés ça va être massif. À mon avis, ça va être massif. Et bon, acheter des trucs dans Fortnite, c'est pas la seule façon de donner en s'amusant, puisque Itch.io et Humble Bundle proposent aussi des offres. Donc celui sur Itch.io propose pas moins de 998 jeux pour un montant minimum de $10. Alors c'est de l'un des petits budgets, c'est vrai, mais il y a de très bons trucs, comme Celeste, Super Hot, il y a 2064, Baba Is You, Jotun, Super Hexagon, Zero Ranger, voilà, il y a énormément de trucs. Des années de jeux. Il y en a pour des années, si vous voulez tout ça, il y en a pour des années, littéralement. Et le Humble Bundle, c'est beaucoup moins de jeux, c'est 123, seulement 123 pour 36 € minimum. Mais là, c'est du plus gros budget, puisqu'on a du Quantum Break, du Metro Exodus, du Back 4 Blood, du Endless Space, etc., du Brother. Donc voilà, n'hésitez plus. Quand on repense à ce qu'était le jeu vidéo quand on était petit, Guillaume, de s'imaginer qu'il y a des entreprises dans le monde du jeu vidéo qui consacrent de tels revenus, de tels montants de revenus à des causes très réelles, très très concrètes et à forts enjeux comme ceux de l'Ukraine, je sais pas, moi ça me fait tourner la tête quelque part.
Allez, un petit élément. Alors, tu vas nous parler de Siri, mais c'est pas le Siri de Apple. Voilà, mince, j'ai dû déclencher des trucs autour de moi. Désolé. Mais c'est une nouvelle qui va en exciter plus d'un. Alors moi, je t'avoue que ça me passe un peu au-dessus parce que je suis pas un expert de la gamme. Mais il y a du nouveau du côté de The Witcher, Guillaume. Oui, alors moi qui aime beaucoup The Witcher sous toutes ses formes, je dois avouer que je suis très content, même si y compris la saison 2 de la série. Alors, ouais, j'ai pas détesté la saison 2 de la série, même si, t'as pas détesté. encore une fois, non mais alors, je sais que c'est vraiment très bizarre, je suis le premier à déplorer, je suis le premier à trouver vraiment bizarre que, en fait, l'histoire de Ciri, quoi, en gros, l'histoire de The Witcher, elle soit différente partout, quoi. C'est-à-dire, elle est dans les romans, elle est complètement différente de dans la série, elle est complètement différente de dans le jeu. Enfin, en tout cas, dans The Witcher 3. Donc, mais bon, moi, j'aime bien l'univers, de toute façon, et j'ai énormément aimé Witcher 3, en tout cas, le jeu vidéo. Et du coup, je suis content forcément quand on me dit qu'il va revenir. Hein. Donc The Witcher va revenir, CD Projekt va donc faire un The Witcher, alors 4. On sait vraiment très très peu de choses dessus, sauf que, disons, il y a vraiment dit très peu de choses dessus. L'information principale, c'est que ce sera sur Unreal Engine 5. Donc ça veut dire que ce sera pas le moteur qui était utilisé pour Cyberpunk 2077, qui sera utilisé pour les extensions de Cyberpunk 2077, mais pas pour The Witcher. Alors, prétendre peut-être 4 ou autre, je sais pas comment il va s'appeler. Ce sera Unreal Engine 5, ce qui promet quand même, parce que le moteur est extrêmement puissant. Il a déjà démontré qu'il pouvait afficher à la fois des humains ultra réalistes, à la fois des villes incroyables, et aussi des paysages hallucinants. Donc, écoute, ça pourrait être quelque chose de vraiment, vraiment impressionnant. Cela dit, on est encore à des années et des années de la première, même peut-être même du premier trailer. Ouais, tant mieux. Alors bon, je suis encore un peu étranger. Il faudra un jour que je me penche quand même sur Witcher 3, parce que c'est quand même quelque chose d'encensé, et j'ai tendance à penser que le profil du jeu pourrait quand même beaucoup me plaire. Tu nous parles un peu aussi de Unity, Guillaume. Oui, puisqu'on parle d'Unreal Engine 5, Unity qui fait ce qu'il peut quand même hein, pour courir derrière, parce que dans une certaine mesure, c'est vrai qu'il est un peu moins sur le devant de la scène, alors que c'est aussi un moteur qui est extrêmement puissant, qui est en train de fourbir ses armes pour attaquer aussi le marché de l'audiovisuel avec la télé. Il faut pas oublier que la télé et le cinéma, faut pas oublier que Unity donc a racheté Weta Digital pour 1,6 milliard de dollars cette année, enfin l'année dernière pour être précis, et du coup c'est quand même aussi un moteur majeur. Et donc pour revenir un petit peu, ils ont diffusé ce qu'ils font de temps en temps, c'est-à-dire une démo technique. Donc là ça prend évidemment la forme d'une vidéo YouTube, mais c'est du temps réel. Et donc si vous vous souvenez donc de la série de vidéos hérétiques qui montraient donc des robots comme ça, enfin c'était même des petits courts-métrages qui avaient été qui étaient vraiment très très bien réalisés, qui étaient vraiment intéressants. Bon là, il y a donc un truc qui s'appelle Enemies, moi le truc que j'ai vu ça dure 2 minutes. C'est donc une nouvelle démo donc de l'itération moderne de moteur Unity, et c'est vraiment pas mal quoi, c'est vraiment très haut niveau. On y voit donc des décors absolument somptueux et photoréalistes. On y voit donc un être humain, donc une femme d'un certain âge, qui est magnifiquement rendu, avec vraiment un rendu du tissu qui est fabuleux, et un rendu du visage qui est pas complètement photoréaliste, mais qui est vraiment de très bonne qualité, avec des cheveux aussi très très bien réalisés, des effets de lumière magnifiques. Unity donc est pas en reste, et ça augure évidemment du meilleur hein, pour les jeux vidéo du futur, parce que vraiment c'est assez fort quoi. Ubisoft Scalar, alors comment le cloud peut... pardon, j'ai sauté un sujet. Oui, excuse-moi, c'est moi. Je les appelle FSR. Oui, le FSR, non, le FSR, oui, parce qu'il faut quand même juste toucher 2 mots du FSR, puisqu'il sort en version 2, vous savez, du FSR, donc c'est le truc d'AMD qui est la réponse au DLSS. Le FSR, c'est bien, hein, donc c'est un upscaler comme ça qui est très simple, qui est donc la réponse d'AMD au DLSS de Nvidia. C'est bien. Très accessible d'ailleurs, mais c'est pas top. Il n'est pas réservé à une machine. Exactement. Donc c'est bien, mais c'est pas top. Et c'est normal que ce soit pas top, parce qu'après tout, c'est un truc qui est plus simple, qui est universel, qui marche partout, qui est rapide. Mais du coup, c'est pas aussi top qu'une solution beaucoup plus compliquée avec une architecture propriétaire. Parce que dans la vie, tout est affaire de compromis. Mais bon, un truc que font quand même pas mal de monde, c'est du temporal anti-aliasing efficace, hein, et qui sert aussi d'upsampling. Il suffit de voir Flight Simulator 2020, hein, ou la solution de l'Unreal Engine intégrée. Donc, pour pas énormément plus cher, finalement, le FSR pourrait devenir meilleur en utilisant
aussi des informations temporelles, c'est-à-dire que le FSR utilise actuellement uniquement les pixels environnants de l'image en cours. Et le FSR 2 va utiliser ces pixels et en plus ceux de l'image d'avant pour avoir une idée de comment les pixels bougent. Dans un cas, il prend image par image, il fait le traitement, et dans le deuxième cas, il les met en perspective, les images avec les unes avec les autres. Pardon. Et donc, du coup, ce FSR va être, enfin, il est plus efficace, il va être plus qualitatif, mais il n'est pas gratuit, dans le sens où il faut que chaque développeur l'implémente dans son jeu. On n'a rien sans rien, ma pauvre dame. Bah oui. Donc, le FSR 2 est en démo sur une vidéo de Deathloop que je vous conseille pas de regarder sur votre téléphone, j'ai essayé, si vous voulez revoir quelque chose, et même d'ailleurs sur mon écran, je vois que c'est pas très clair parce que ça me gonfle. Toujours cette habitude de merde de comparer des zones différentes de l'image. Donc tu compares pas les mêmes zones et tu te dis ah ouais, ben je vois rien en fait. Donc je sais pas. Donc en l'état, je vois pas de différence qui me saute aux yeux entre le 4K et le natif, ouais. Mais bon. FSR 2 arrive au second trimestre et il sera enfin testé convenablement par Digital Foundries et là je vous en reparlerai. On jugera sur pièce, on va dire. Ok, et donc pour le coup, Ubisoft Scalar avec une promesse de s'appuyer sur le cloud. Oui. Alors voilà, la GDC donc qui vient de commencer hier, la GDC 2022, Ubisoft a dévoilé donc un nouveau outil de production qui s'appelle Ubisoft Scalar. Alors c'est Ubisoft Stockholm qui apparemment s'occupe de ça. Il va utiliser cet outil pour effectivement déporter une partie des calculs du jeu dans le cloud. Et donc Ubisoft Stockholm apparemment travaille sur un nouveau jeu avec une nouvelle propriété intellectuelle. C'est intéressant comme approche parce que c'est pas tout le jeu qui est calculé sur le cloud, mais ce serait déporter une partie du calcul. Mais oui. J'ai du mal à voir lequel en fait. Alors ils disent donc avec Ubisoft Scalar, les jeux peuvent utiliser une quantité de calcul virtuellement illimitée, qui peut donc et donc avoir effectivement des mondes virtuels incroyablement complexes, plus grands, etc. Bon voilà, donc tu déportes une partie du calcul de la console vers le cloud. Alors, j'y crois pas une seconde à Ubisoft Scalar, parce que je suis vieux. Refroidis nos ardeurs. Parce que je suis vieux, tout simplement, et que je me souviens que c'était très exactement la promesse de Stadia, qui ne s'est jamais matérialisée. Parce que Stadia, étant donné que c'était une console dans le cloud, évidemment, elle pouvait faire des calculs dans le cloud, puisqu'elle était déjà dans le cloud. Donc, elle pouvait effectivement mobiliser plusieurs serveurs pour scaler, pour effectivement, potentiellement donner une énorme quantité de calculs à un jeu autant que disponible. Ça n'est jamais arrivé. Je n'ai aucun, enfin, j'ai pas de, voilà, moi, je n'ai aucun, ne me vient en tête aucun titre qui ait jamais utilisé cette technologie. D'ailleurs, il aurait fallu que ce soit une exclue Stadia, et je pourrais même pas te citer une exclue Stadia. Donc, c'était déjà la promesse de Stadia, ça ne s'est jamais matérialisé. Mais comme je suis très vieux, encore plus vieux que ça, je me souviens aussi de la Xbox One, et que c'était une promesse de Microsoft à la sortie de la Xbox One de déporter des calculs dans le cloud Azure. Et je me souviens très bien aussi de Crackdown 3. Je me souviens du fiasco total qu'a été Crackdown 3. Crackdown 3, ça a été, à ma connaissance, l'unique jeu qui a utilisé des calculs dans le cloud pour faire un petit peu de physique. Et encore, c'était pas dans tout le jeu. Crackdown 3, c'était donc un open world où tu pouvais tout casser. C'était un jeu assez bourrin, plutôt rigolo, la série des Crackdown, mais bon, pas non plus inoubliable. Et Crackdown 3, donc, avait une partie où tu pouvais, casser des trucs, et une partie des calculs était envoyée dans le cloud et il revenait. Et le jeu était pas très bon. Les calculs dans le cloud, l'appui du cloud ne changeait pas le fait que le jeu n'était pas très bon. Ça ne changeait strictement rien à la jouabilité, ça ne changeait strictement rien à la qualité globale du jeu. Et ça n'a, à ma connaissance, pas été reproduit. Donc, étant donné que je me souviens du fiasco de Crackdown 3, que je me souviens des promesses non tenues de Stadia, quand Ubisoft arrive avec Scalar, je me dis, ouais, bah écoute, vas-y, impressionne-moi. Parce que il faut voir aussi que c'est quand même très compliqué ce genre de truc. Hein. Déjà, ça veut dire que tu dois découpler dans le jeu des morceaux qui doivent rester sur la machine parce qu'ils sont critiques, et que s'ils sont pas faits, le jeu marche pas, et des trucs qui sont accessoires. Et que tu dois déporter ces trucs accessoires dans le cloud, et que tu dois faire en sorte que ces trucs accessoires soient vraiment accessoires. C'est-à-dire que si jamais ils sont pas faits pour une raison X ou Y, ou que les données sont corrompues, ou que ça revient pas, à temps, ce soit pas grave. Donc déjà, c'est quand même compliqué, c'est quand même chiant, et ça veut dire que de toute façon, ça peut pas influer sur le cœur du gameplay. Donc, déjà, c'est beaucoup de complications pour pas grand-chose. Ça nécessite une connexion Internet permanente, ça nécessite une bonne connexion Internet permanente, tout ça pour des trucs accessoires. Ça complexifie beaucoup, à mon avis, le développement du jeu, quoi. Donc,
complexifier beaucoup le développement du jeu, utiliser une connexion voilà, à fond comme ça, tout ça pour mobiliser aussi des serveurs, parce que ça coûte de l'argent, hein, je veux dire, hein, tu mobilises aussi des serveurs pour faire des gros calculs qui proviennent de milliers de machines simultanément, de dizaines ou de centaines de milliers de machines simultanément. Donc déjà, il faut l'infrastructure derrière, donc ça coûte pas rien. Donc à mon avis, c'est énormément d'emmerdement pour pas grand-chose, parce que ça ne peut pas influer sur le cœur du gameplay, et puis on a déjà vu que ça... Bon, je sais que je suis très négatif, mais je vais le dire tout simplement. Hein. Si Microsoft, qui est un pro du cloud, si Google, qui est un autre gros pro du cloud, ont abandonné l'idée, je vois assez mal Ubisoft réussir. Et là où Google et Amazon ont échoué. Mais je suis voilà, encore une fois, si j'ai tort, tant mieux. Microsoft. Ouais, bah écoute, en tout cas, il n'y a pas d'échéance, hein, je crois que j'ai regardé, mais j'ai pas vu d'échéance sur une mise en application de Ubisoft Scalar. En tout cas, dites-vous, il n'y a pas de démo non plus, hein, c'est juste... oui, il n'y a pas grand-chose en fait. Mais peut-être, dites-vous, dans quelques années, soit vous pourrez préparer vos messages que vous aurez rédigés en mars 2022, où vous disiez, Guillaume, tu te trompais, tu vois, regarde comment ça marche trop bien. Ou peut-être vous pourrez dire aussi, Guillaume l'avait dit que ça marcherait pas. Bon, entre la pénurie de composants, les confinements et l'essor du streaming, le jeu vidéo s'est plutôt bien porté en 2021. Ça va nous permettre de boucler un petit peu cette rubrique. Je sais pas si tu avais vu ces quelques infos, Guillaume. Moi, je suis toujours marqué de voir un petit peu comment ça se porte au niveau de la santé financière, avec l'industrie du jeu vidéo qui se porte bien, notamment en France. C'est ce qui est relayé dans cet article du Monde, avec 5,6 milliards d'euros, c'est un nouveau record. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se poser un petit peu sur les titres, et c'est fou de se rendre compte à quel point c'est porté par massivement les premiers titres, hein, par des acteurs. Alors bon, il y a FIFA, l'incontournable FIFA, auquel je sais, Guillaume, tu passes bien trop de temps, mais il faudra bien que tu trouves du temps pour jouer à autre chose. Donc FIFA et Mario Kart 8. Écoute, c'est complètement dingue. On en avait parlé, hein, des nouveaux circuits qui arrivaient avec les contenus additionnels sur la Switch de Mario Kart 8 Deluxe. C'est rigolo quand même de voir à quel point c'est dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes dans le monde du jeu vidéo. Je sais pas si c'est enthousiasmant ou au contraire parfaitement déprimant à tes yeux, Guillaume. Ouais, ni l'un ni l'autre, hein. Je pense voilà, il y a beaucoup de gens qui aiment le foot, les jeux de foot ça marche toujours, ça a toujours bien marché, ça a toujours été... Beaucoup de gens qui aiment Mario. Voilà, bon, il y en a qui aiment pas, comme moi, mais bon, on s'en fout en fait, c'est pourquoi pas, il y a pas de problème. D'ailleurs, non, il y a des changements, moi je vois des changements, par exemple, dans le succès, quand même, pour l'instant, tonitruant d'Elden Ring. Elden Ring, c'est déjà 12 millions de ventes. C'est quand même un jeu qui est vraiment très très gamer, hein, parce que c'est un open world, bon, il est un peu plus accessible que les Dark Souls, mais en fait, ça reste des trucs à la Dark Souls, donc c'est quand même très difficile, très très demandeur, il faut beaucoup d'investissement, c'est des jeux qui sont très très longs. C'est aussi des jeux qui sont complètement splendides, mais qui sont très dark fantasy, quoi, qui sont pas, enfin, je veux dire, pas super grand public, c'est pas du Nintendo, quoi, tu vois. Et pourtant, ça s'est vendu incroyablement bien, incroyablement plus vite que toutes les autres productions de From Software. Donc, je pense que c'est quand même un marqueur aussi qu'il y a de la place pour tout le monde, quoi, hein, et qu'il y a des gros succès comme ça. Elden Ring, si ça continue comme ça pourrait devenir un succès comparable à un GTA ou un truc comme ça. Bon, sur la durée, si ça continue sur la durée, c'est bien parti, quoi. C'est impressionnant. Et pourtant, on n'anticipait pas, même les plus enthousiastes n'anticipaient pas des records pareils. Au passage, Elden Ring, et je terminerai là-dessus, Guillaume, tu sais que j'ai succombé, moi, à la hype qui m'a été infligée par différentes recommandations d'Elden Ring. Je l'ai trouvé d'occasion. Alors, c'est d'ailleurs un petit clin d'œil, hein, si vous voulez vous frotter à Elden Ring d'occasion, vous allez pouvoir le trouver aux alentours de 40-45 €, parce qu'il y a aussi pas mal de gens qui ont pu l'acheter et qui ont été paradoxalement très déçus. Je sais pas. En fait, moi, pour la petite anecdote, moi, le monsieur qui me l'a vendu, je lui ai dit, tu vois, du clin de l'œil. Alors, le challenge était trop grand. Et le mec m'a répondu, non, en fait, j'ai découvert que c'était un RPG. J'aime pas les RPG. Bon, je sais pas s'il mentait, mais je vois pas comment tu peux acquérir Elden Ring sans penser que c'était un RPG. Et en tout cas, je dois dire que c'est effectivement extrêmement exigeant. Moi, j'avais dû tester un Dark Souls, je sais plus honnêtement lequel, mais qui m'avait absolument dégoûté. Et je pense qu'au bout d'une heure de jeu, je voulais absolument plus lancer le jeu tellement ça me dégoûtait. Et je dois dire qu'Elden Ring a ce même niveau d'exigence, mais bien revu à la baisse, hein, et c'est quand même beaucoup plus accessible. Mais il y a une gratification de dingue quand, au bout d'un petit moment de jeu, tu arrives à faire ce que tu veux du personnage et progresser. Je te jure, c'est hyper gratifiant et je comprends qu'il y ait un enthousiasme pareil sur Elden Ring. C'est très très bien fait. Très très bien fait.
J'en dirai pas plus. D'autres en parlent bien mieux que moi. Merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité. Merci d'écouter Tech Café. Ça fait très très plaisir de voir que vous restez fidèles au podcast, que vous aimez l'information qui est partagée et puis l'humeur qu'on essaye de donner au travers des épisodes. Vous le savez aussi, en fin de semaine, il y a des épisodes week-end qui arrivent. Donc si vous voulez encore plus de Tech Café, évidemment, restez abonnés au podcast et puis vous allez avoir des épisodes dans quelques jours qui vont arriver, qui vont vous permettre de compléter votre veille. Guillaume, en attendant, il est grand temps d'expliquer à nos auditeurs où on peut te retrouver à titre individuel. Écoute, en attendant peut-être sur Elden Ring un jour finalement. Parce que... oui. Mais tu sais, moi c'était pareil. J'ai eu un petit peu mal avec Dark Souls. Ah. Et donc Elden Ring, je suis vraiment hésitant. J'ai eu mal à Sekiro aussi, donc je me suis dit c'est peut-être pas fait pour moi, mais bon, peut-être un jour, je sais pas. Puis de toute façon, il faut bien s'occuper en attendant Witcher 4. Hein. Ah oui, c'est vrai, il y a du temps, effectivement. Eh ben écoute, tu nous diras en tout cas. Moi, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez un peu partout sur les réseaux sociaux. Je suis présent un peu partout. Tiens-toi bien, Guillaume, je suis même présent maintenant sur TikTok. Donc venez voir mes TikTok rigolos. Je teste un peu la plateforme pour être transparent avec vous. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça me fera plaisir. Vous me retrouvez aussi parmi les nouvelles plateformes de temps en temps sur Twitch parce que je me suis investi largement du temps dans la plateforme Let's Roll, qui est une plateforme gratuite pour faire du jeu de rôle papier, mais par internet avec vos proches, avec des vrais gens. Et franchement, c'est super cool. Je reprends vraiment beaucoup de plaisir à faire du jeu de rôle. Je vais être amené à diffuser ça sur Twitch de temps en temps. Donc, vous pouvez aller chercher twitch.tv/Guillaume Vendée si vous voulez avoir les infos des prochaines diffusions. En attendant, merci beaucoup à vous d'écouter Tech Café. On se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.